Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette première émission de l'interview de l'Axel. C'est un nouveau format que nous lançons sur 2024 à la demande de nombre d'entre vous, donc j'espère que vous allez nous suivre très nombreux. Le principe est simple, je reçois à chaque émission, alors je ne sais pas encore, ça sera tous les 15 jours, chaque mois, on se donne un objectif ambitieux, tous les 15 jours, on verra si on le tient. Un grand nom de l'industrie du numérique, de notre écosystème, qui est très impliqué en général à l'Axel, pas toujours, mais la plupart du temps très. Donc là, on commence fort avec Olivier Vallée, que je vais vous présenter dans quelques instants, qui s'est beaucoup impliqué au sein de l'Axel et d'Ocapost, est très impliqué depuis très longtemps. Et l'idée est vraiment de partager sur, non pas l'actualité au jour le jour, parce vu que nous ne sommes pas en direct, ça ne serait pas forcément très pertinent d'échanger sur l'actualité de ce matin, alors qu'on sera diffusé peut-être dans 2 ou 3 semaines, mais plutôt d'échanger sur la transformation numérique de la société, sur ces 15-20 dernières années, avec l'expérience de nos invités et de ce qu'on peut entrevoir comme perspective et en prospective. Le tout, bien sûr, comme cela nous est cher à l'Axel tout le temps, en s'intéressant au plus grand nombre, à l'inclusion, à la diversité, aux impacts sur les sociétés sur le long terme, pas juste sur demain matin sur votre compte Twitter. C'est ce que nous allons essayer de faire avec nos prochains invités. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est avec Olivier Vallée, PDG d'Ocapost. Mais nous allons recevoir dans les prochaines semaines Jacques Richier, président d'Alliance France, Christelle Edelman, présidente d'Orange, Sylvain Wasserman, président de l'ADEME, et bien sûr un grand nombre d'autres interlocuteurs que vous pourrez découvrir sur le site internet de l'Axel. Tout de suite, sans plus attendre, je vais présenter, nous allons commencer cette interview. Donc, Olivier, bonjour. Bonjour, Laurent. Merci d'avoir accepté de faire ce premier pilote. C'est un plaisir. Bon, on n'est pas encore sous Netflix. Hein. D'accord, bon, mais ça va arriver. Mais on aura beaucoup plus de viewers, j'en suis sûr. Donc, on va commencer très simplement peut-être par présenter d'Ocapost. Ensuite... J'aurais besoin de savoir un peu qui tu es, ouais. Parce que même moi, si je le sais un peu, je crois que tous nos interlocuteurs ne connaissent pas forcément qui est Olivier Vallée. Et puis, nous allons, comme je l'ai dit, parler de plusieurs sujets autour de la transformation numérique. Et peut-être, je vais déflorer un peu le sujet pour que nos auditeurs sachent un petit peu de ce que nous allons aborder et dégrossir dans ces petites 40 minutes que nous avons ensemble. Donc, nous allons parler de souveraineté et confiance numérique, sujet extrêmement important partout, mais qui plus est dans le groupe La Poste et chez Ocapost, dans lequel vous êtes très impliqués. La transformation autour de la data et de l'intelligence artificielle. Comment faire une émission sans parler d'IA aujourd'hui ? Vaste sujet. Vaste sujet. Et puis un sujet qui nous est de plus en plus cher à l'Axel, la santé. Comme je te le disais en préparant cette émission, j'ai un peu l'impression qu'on nous parle beaucoup de boom de la santé dans le digital depuis très longtemps, qu'on n'a pas toujours vu pour le grand public et pour monsieur tout le monde des changements majeurs, même s'il y a eu pas mal d'évolutions incrémentales, parce qu'on est toujours dans l'évolution incrémentale ou à l'aube d'une révolution sociétale. Beaucoup de sujets pour une petite quarantaine de minutes. Tout de suite la suite. d'Ocapost, qu'est-ce que c'est ? Alors, d'Ocapost, déjà, c'est la filiale numérique du groupe La Poste, donc on est détenu à 100% par le groupe La Poste. Nous, notre métier, c'est vraiment de se positionner sur la confiance et la souveraineté numérique, puisque forcément, c'est dans l'ADN d'Ocapost et dans l'ADN de La Poste. Et pourquoi La Poste a décidé de développer le numérique ? C'est parce que le groupe La Poste est convaincu que La Poste est un acteur de confiance dans le monde physique, et elle veut devenir un acteur de confiance dans le monde numérique, avec cette conviction que dans votre vie au quotidien, vous n'aurez pas une vie toute physique ou une vie toute numérique. Vous avez besoin de vos 2 jambes pour pouvoir fonctionner. Et donc La Poste est le seul groupe qui peut proposer à la fois des services physiques, des services humains, et à la fois du numérique qui est porté par Ocapost.
Docapost fournit des services B2B. On est beaucoup en B2B, on est aussi en B2B2C de plus en plus, et on est un peu en B2C, puisque on aura peut-être l'occasion d'en parler. On fournit par exemple une identité numérique qui là est adressée à tous les Français l'utilisent aujourd'hui, enfin la plupart des Français l'utilisent aujourd'hui. Donc on a de plus en plus des activités aussi en B2C, mais le gros de l'activité de Docapost, c'est en effet du B2B. Sans toujours savoir que c'est Docapost, c'est ça que je voulais dire. C'est que la marque Docapost n'est pas forcément Absolument. une marque connue du grand public. Absolument. Donc on est sur 4 marchés prioritaires: banque, finance, banque finance, qui est la banque et l'assurance, la santé, le secteur public. On est très présent sur l'État, les collectivités et l'éducation, puisque on a eu la chance de faire une très belle acquisition dans le monde de l'éducation avec un logiciel que tout le monde connaît qui s'appelle Pronote. Et puis la digitalisation des ETI et des PME, puisqu'on a cette capacité à avoir plein de briques technologiques qu'on est capable de packager pour aider les petites et moyennes entreprises à se digitaliser. C'est donc maintenant un petit milliard d'euros de chiffre d'affaires de Docapost, très très forte croissance organique. Grosse ETI alors. Et grosse ETI, très, très forte croissance. Combien de collaborateurs On est à 6500 collaborateurs aujourd'hui. 6500 collaborateurs, un petit milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est 960 millions d'euros. Combien de pays? Alors, on est présent dans beaucoup de pays, mais pour être vraiment honnête et transparent avec vous, on a 5% de notre activité à l'international. On est présent beaucoup en Espagne, on est présent aussi en Belgique et au Luxembourg. Et Quand tu dis beaucoup de pays, c'est parce que vous tentez? C'est-à-dire que vous avez vraiment des forces commerciales un peu partout? Non, parce qu'on a quelques solutions, type signature électronique ou de l'archivage, qu'on commercialise à pas mal de pays. Par exemple, on est présent sur l'Amérique latine, puisque ça ne vous a pas échappé qu'il pouvait y avoir des enjeux de fraude, et il y a besoin de solutions pour pouvoir sécuriser tout ça. Donc on a cette capacité à pouvoir proposer des solutions depuis l'Espagne sur plusieurs pays. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Docapost à l'international, c'est 5%. Et on a clairement annoncé qu'on voulait avoir une ambition plus forte, puisqu'on a la chance d'avoir un règlement européen, notamment le règlement eIDAS, qui nous permet de pouvoir déployer nos solutions sur l'Europe. Donc on s'est fixé comme ambition de pouvoir faire 15% de notre chiffre d'affaires à l'international assez rapidement. Alors, on y reviendra, puisque dans les sujets que nous allons aborder, il y a l'identité numérique. Oui. Typiquement, l'identité, c'est un sujet qui se pose dans tous les pays. Donc Absolument. on pourrait légitimement se dire, si vous le savez le faire ici, vous savez le faire partout, mais on va y revenir dans quelques instants. Pourquoi que 5%? Donc ça sera une de mes questions. Mais juste avant d'aller là-dessus, ce qui m'intéresse, c'est aussi le long terme. Ouais. Et donc, comment on est arrivé à ce groupe aujourd'hui que tu viens de décrire, qui est assez protéiforme, avec des métiers assez divers, et encore, il n'y a pas tout, puisque tu n'as pas cité trop la santé, et il y a quand même, c'est aussi une ligne de métier. Moi, quand j'ai connu Docapost, fin des années 90, c'était un bête appel d'offres sur l'externalisation des processus courriers pour The Bank, pour ceux qui se rappellent de cette fintech qui a fait long feu. Comment on est passé de externalisation des processus courriers, activité très humaine, il y avait quand même beaucoup de people, à cette activité extrêmement numérique, croissance, développement organique, acquisition D'abord, Docapost, c'est vrai que c'est parti du document, d'où le nom d'ailleurs, Docapost. Donc c'est en effet partie du document. Et puis plus on a géré de documents, plus on a commencé à externaliser ces documents et à offrir des solutions un peu multicanales pour pouvoir digitaliser les différents flux que l'on reçoit de nos clients. Donc on est capable aujourd'hui, que ce soit un flux papier, que ce soit un flux digital, de pouvoir le mettre dans un coffre-fort numérique, de pouvoir le dématérialiser. Donc ça, c'est l'histoire de Docapost. Et puis comme La Poste, le groupe La Poste, a décidé vraiment d'investir dans le numérique de manière à trouver aussi un relais de croissance, parce que ça ne vous a pas échappé que le groupe La Poste subissait quand même une grande transformation, puisque je crois que le courrier représente plus que 15% du chiffre d'affaires, donc elle a besoin de trouver de nouveaux relais de croissance. Et avec cette idée quand même qui, pour moi, fait énormément de sens, qui est de dire La Poste est un acteur de confiance dans le monde physique, puisque je pense pouvoir dire que la seule personne qu'on laisse encore rentrer chez soi en toute confiance, c'est le facteur. Donc comment La Poste peut devenir un acteur de confiance dans le monde numérique? Et on reviendra avec quelques exemples pour montrer la complémentarité entre le physique et le numérique, de manière à pouvoir offrir des services à l'ensemble de Français dans une logique d'inclusion et de laisser personne au bord de la route. Alors, juste, ça me fait penser à... Alors d'abord, tu n'as pas répondu complètement à ma question. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions? Oui, alors moi, je suis arrivé au 1er janvier 2017. On faisait 430 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez qu'on a doublé en par plus 6 ans. Plus de 2. On a fait une petite trentaine d'acquisitions, avec un vrai savoir-faire, je tiens à le préciser, puisque c'est pour moi extrêmement important que les acquisitions que l'on fasse puissent vraiment générer de la valeur. Et la valeur, elle est à la fois par les offres et les solutions qu'ils apportent, mais surtout par la valeur humaine des gens qui nous rejoignent. Et la plupart des entrepreneurs et des managers qui nous ont rejoints sont tous encore chez Docapost et nous ont aidés à transformer ces entreprises de manière à avoir cet esprit start-up, cet esprit innovation, cet esprit d'agilité. Et ça peut paraître surprenant, puisque quand on voit le groupe La Poste qui fait 35 milliards, 250 000 collaborateurs, nous, on est vraiment une filiale, je vous l'ai dit, 1 milliard, 6 500 collaborateurs. Et je pense pouvoir dire qu'on a un esprit entrepreneurial et une agilité, en tous les cas,
qui est assez exceptionnel au sein de DocaPost. Et ça nous a été apporté par les entrepreneurs qui nous ont rejoints et avec qui on a vraiment travaillé pour garder un modèle qui soit extrêmement agile. Et je pense que c'est important à souligner parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous remontent très souvent que quand il y a des acquisitions, au bout d'un an ou deux, on leur dit gentiment de partir, allez, pour dire la vérité, qu'un certain nombre même de membres de notre belle association, où on peut leur reprocher d'avoir acheté pour tuer le produit, parce que c'est un concurrent. Nous, on a fait tout l'inverse, puisque en fait, si vous discutez avec les collaborateurs de DocaPost, ils ont presque l'impression de s'être fait racheter eux-mêmes, puisqu'en fait, les entreprises qui nous ont rejoints, je vais vous donner quelques exemples, quand on a racheté le leader sur le vote électronique, eh bien, l'entrepreneur qui avait créé cette société est devenu le patron des activités de vote. Donc moi, j'ai fait l'inverse, j'ai transféré les activités de DocaPost sous sa responsabilité. Quand on a repris... Donc tu vas vraiment chercher avec le groupe les compétences où elles sont, les outils où elles sont, et après pour faire vraiment un +1 égale 3 si tu y arrives. C'est ça, et puis de créer vraiment... moi, je dis toujours que j'ai besoin d'avoir des patrons qui sont entrepreneurs-managers. Donc on crée des business units, puisque l'idée c'est qu'on puisse devenir numéro 1 en France sur un certain nombre de domaines. Donc on l'a fait sur le vote, on l'a fait sur l'archivage, où on a repris une activité qui s'appelle Archineo, et donc le patron d'Archineo est devenu aussi le patron de l'archivage numérique à valeur probatoire au sein de DocaPost. On l'a fait avec Idemia, où on a repris les activités de signature électronique et de coffre-fort. Et le patron d'Idemia est devenu maintenant le patron de la business unit signature électronique. Donc il y a vraiment cette idée de dire, on crée des pôles de manière à pouvoir devenir le numéro 1 en France. Et puis bien entendu, on capitalise sur les managers ou les entrepreneurs qui nous ont rejoints pour qu'ils puissent... et on leur donne une autonomie de fonctionnement qui est suffisamment importante de manière à ce qu'ils puissent continuer à développer leur entreprise. Et moi, j'ai une relation très très proche avec eux, puisque je les vois tous les mois et demi, et eux me disent ce que je dois faire au sein de DocaPost pour pouvoir fluidifier, améliorer, faciliter le développement du business. Et puis en même temps, moi, je discute aussi avec eux pour leur expliquer qu'on les intègre aussi dans le groupe DocaPost de manière à pouvoir avoir des synergies. Donc on a trouvé un modèle... C'est vraiment une politique de M&A de développement, quoi. De développement, avec vraiment Pas du défensif ou non, vraiment de développement, et avec... moi, je passe beaucoup de temps... Il y a des acquisitions qu'on a refusé de faire parce que les managers qui étaient très bons, mais ne se seraient pas intégrés dans l'ADN, n'auraient pas collé. Voilà. Donc, je passe beaucoup de temps à m'assurer que les managers qui nous rejoignent partagent la vision du projet industriel et s'inscrivent avec nous sur la durée pour pouvoir nous accompagner. Et malgré l'effet de mode qui a pu passer sur les startups, etc., en ce moment, on en parle beaucoup, c'est que le M&A est toujours quelque chose d'important chez vous dans le développement ? Oui, alors c'est vrai que nous, on rachète pas vraiment de startups, on rachète des sociétés qui sont, d'abord, qui bien sûr servent la stratégie que je vous ai présentée, des sociétés qui sont déjà assez matures et qui ont un potentiel de développement assez important. Et souvent, les sociétés qui nous ont rejoints, dans l'année qui a suivi, on leur a apporté 25 à 30% de croissance, adossée à DocaPost, avec la puissance qu'on a à la fois commerciale et puis la puissance du groupe La Poste, puisqu'on a aussi les commerciaux du groupe La Poste qui peuvent remonter des leads pour pouvoir signer de belles opportunités. Donc c'est ça le profil de société que l'on cherche. Et une fois encore, j'insiste beaucoup avec l'entrepreneur qui partage la vision industrielle du projet et de la stratégie que l'on pousse. Très bien, très intéressant. Désolé, on a été un peu long sur le sujet, mais on débordera pour le reste. C'est ton émission, Laurent. Donc mais je trouve que c'est très intéressant de voir parce qu'on a vraiment beaucoup de retours sur ces intégrations grands groupes, sociétés, tu l'as dit, c'est pas des startups, enfin c'est quand même des startups matures. Oui, absolument. C'est hyper intéressant de voir quand on arrive à faire ce développement. Ouais. Donc merci beaucoup. On va passer maintenant à la partie un petit peu plus personnelle. Qui es-tu, Olivier ? Olivier Vallée, tu avais une vie avant 2017, je crois. J'avais une vie avant 2017, en effet. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'informatique, le numérique, le digital, peu importe le terme utilisé en fonction des périodes. Et j'ai commencé dans un groupe américain qui s'appelle NCR. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc j'ai fait, comme tout groupe américain, tous les 2-3 ans, de nouveaux postes, avec des responsabilités à l'étranger, à l'international à la fin. Voilà, et puis j'ai quitté ce groupe pour rejoindre un groupe industriel français qui s'appelle Alcatel. Puisque j'avais envie vraiment de travailler pour un groupe industriel français, pour voir la différence entre la culture américaine et puis la culture française. À l'époque de Turuk, sans doute, non ? À l'époque de Turuk, absolument, où j'ai filialisé toute l'informatique du groupe dans une société qui s'appelait Alcanet. Et puis j'ai rejoint après Steria, société de services. Et puis on s'est fait racheter par Sopra, donc j'ai travaillé de très très près à ce beau projet de fusion ou de rachat de Sopra par Steria. Et puis un jour, La Poste m'a appelé, enfin un chasseur de tête m'a appelé pour me proposer de rejoindre La Poste. Je dois être honnête
Et dire que la première fois qu'il m'a appelé, je dis je pense que vous devez faire erreur, je vois pas bien ce que j'irai faire à la Poste. Et puis un peu l'image qu'on pouvait avoir du groupe La Poste. Oui, parce que c'est vrai que dans l'inconscient, on voit la Poste, on connaît la Poste avec le bureau de poste, le facteur, et j'avais pas forcément l'idée qu'il y avait autant de savoir-faire technologique au sein du groupe La Poste. Et puis j'y suis allé. Et j'ai rencontré des gens fabuleux. C'est un groupe extraordinaire avec énormément de compétences. Et j'ai surtout rencontré des personnes qui m'ont présenté leur vision stratégique avec une ambition très très forte et qui m'ont dit qu'on aurait les moyens de se développer. Et je pense l'avoir démontré puisqu'on a multiplié par plus de 2 le chiffre d'affaires. Et vraiment, DocaPost est une boîte technologique avec des compétences et des savoir-faire qui sont assez uniques sur le marché. Tu as l'ADN dans la peau. Je te pose des questions sur Olivier Vallée, tu me réponds sur DocaPost. Pardon. Non, mais bon, après, pour répondre à ta question, lors du boulot, pour répondre à ta question, Laurent, moi j'ai toujours changé pour soit des projets ou des gens avec qui j'avais envie de travailler. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui m'attire. Est-ce que j'ai des passions en dehors ? Oui, parce que même si on travaille beaucoup, j'ai plein de passions. Ma première passion, c'est le sport. Voilà, donc, alors cette année pour toi c'est banco là. Ouais. Puis j'adore tous les sports, j'en fais de moins en moins, mais j'essaie de m'entretenir. Voilà, mes 2 sports de prédilection pour maintenant c'est toujours le ski, puisque je suis originaire moi de Besançon, donc j'ai fait beaucoup de ski dans ma carrière. Et puis je me suis mis à la boxe depuis plusieurs années et j'adore ce sport. Voilà. Ah bah écoute, j'aurais pas pensé. Alors en parlant de boxe, on va pouvoir venir à un vrai match, c'est le match de l'identité numérique. Ouais. Parce que moi, j'ai quand même l'impression, en tant que... j'étais consultant, tu le sais, indépendamment, parmi diverses casquettes. Depuis la fin des années 90, c'est une arlésienne, l'identité numérique. Je veux dire, à chaque fois, ça arrive pour dans bientôt. Je me rappelle du groupe CGTL qui était déjà sur ces sujets-là, il y a 97, je crois. 98. Ouais. À chaque fois, on nous dit, dans 2-3 ans, ça arrive, un nouveau règlement européen, une nouvelle directive, et puis après, c'est de la technologie, et les cartes à puce, on est les meilleurs, etc. Et on est en 2024. Alors oui, c'est vrai, j'ai vu sur Twitter Emmanuel Macron qui m'a tweeté sa carte d'identité numérique. Je ne me suis pas précipité pour aller faire la même. Et en même temps, j'entends des gens qui me disent « Ouais, c'est génial, mais si tu as une pièce d'identité numérique et que tu vas aller faire des procédures, on te dit que c'est pas valable. Et qu'il faut que tu viennes avec ton autre carte d'identité. » Donc, on en est où concrètement ? Alors, le français. C'est un sujet qui n'est pas simple à expliquer en très peu de temps. Prenons le temps. Mais bon, premièrement... Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas dire que la France soit en avance par rapport à d'autres pays européens sur le sujet. Par exemple, Belgique, je crois que c'est très... Belgique, les pays scandinaves, l'Estonie, tout le monde sort en permanence, mais bon, voilà. C'est à chaque fois des petits pays, quand même. Oui, c'est à chaque fois des petits pays, mais bon, quand même. Il y a l'Italie qui est plus en avance que nous. Qui est plus en avance que nous aujourd'hui sur le déploiement de l'identité numérique. D'accord. Mais ceci étant, je pense que la France n'a jamais autant progressé que ces derniers mois, ces dernières années, et on n'est pas loin quand même d'y voir un petit peu clair sur le sujet. Donc, il y a 2 sujets. Il y a un premier sujet qui est l'identité numérique, qu'on appelle de niveau substantiel, donc qui a une valeur juridique qui a la même valeur que si vous faites un rendez-vous en face à face. Donc la seule aujourd'hui qui est labellisée substantielle par l'ANSSI, c'est l'identité numérique de la Poste. Mais ça fait quelques années déjà. Donc ça fait quelques années. 2020, je crois. C'est 2020, absolument. Je vous aviez fait une grande annonce avec aujourd'hui. Avec Gemalto, je crois. Non, c'était pas avec. On a un bout de Thales dedans et on avait communiqué sur ce lancement. C'est toujours pareil, quand vous déployez une identité numérique, il faut qu'il y ait des usages, et pour qu'il y ait des usages, il faut qu'il y ait des gens qui l'utilisent. Après, il y a eu le Covid, ça nous a fait une petite pause. Voilà. Mais ceci étant, pour être très factuel, aujourd'hui, il y a 4,5 millions à la date à laquelle je parle aujourd'hui, de Français qui utilisent l'identité numérique La Poste. Concrètement, ça marche comment ? Voilà, si je suis un de ces 4,5 millions de Français, je connais alors déjà pour ton pouvoir... groupe où je le connais même pas forcément. Non. Alors déjà pour pouvoir vous enrôler, pour pouvoir l'obtenir, vous allez sur n'importe quel site, vous tapez identité numérique, vous avez l'identité numérique La Poste, c'est gratuit, donc vous pouvez l'obtenir. Pour pouvoir l'obtenir, vous avez soit un parcours 100% digital, avec à un moment donné de la reconnaissance faciale, avec ce qu'on appelle du PVID, et soit à un moment donné... Pardon, du PVID, on va... c'est prestataire de vérification d'identité à distance. D'accord. Il y a un moment donné... C'était très compliqué. Pendant des années, l'ANSSI ne voulait pas valider tout ça. Il y avait Maintenant, c'est fait. Donc nous, on a aujourd'hui un parcours 100% digital, et à un moment donné, pour qu'elle puisse avoir une valeur juridique, il faut qu'il y ait quelqu'un qui contrôle bien que c'est bien Laurent... Mais donc c'est un rendez-vous en face à face, mais en vidéo, par exemple. Alors, vous le faites de façon en vidéo, donc vous bougez la tête, vous faites un certain nombre de choses, et il y a un back-office qui contrôle
que c'est bien vous, avec un certain nombre de contrôles qui sont faits. Donc il y a un parcours 100% digital. Donc ça existe. Et puis pour ceux qui ne sont pas complètement digital, il y a un moment donné, on vous dit, vous pouvez prendre un rendez-vous en bureau de poste. Donc tous les bureaux de poste en France ont été formés. Vous allez en bureau de poste et vous terminez votre parcours. Donc il y a quelqu'un qui contrôle bien que c'est bien Laurent avec la bonne pièce d'identité et vous obtenez votre identité numérique avec vos codes secrets. Et une fois que vous l'avez, vous l'utilisez de façon gratuite au quotidien pour tous les usages qui sont énormément importants aujourd'hui à travers France Connect, puisque France Connect, c'est la porte d'entrée. Donc les impôts, Amélie, le permis de conduire. Moi, j'utilise France Connect, mais je n'ai pas forcément l'identité numérique dont on parle. Non, parce qu'il y a d'autres moyens. Donc aujourd'hui, il y a 2 France Connect. Il y a un France Connect avec des identités numériques qui sont simples, qui ne sont pas suffisamment sécurisées. Qui ne permettent pas de faire un certain nombre d'actes, j'imagine. Absolument. Et vous allez vers France Connect Plus. Et aujourd'hui, la seule qui existe, c'est l'identité numérique de la Poste. Et là, ça vous permet de faire un certain nombre d'usages sécurisés. Et un exemple concret que je vais vous donner, c'est le compte personnel de formation, le CPF. Puisque aujourd'hui, maintenant, pour sécuriser le CPF, parce que vous savez qu'il y a eu énormément de fraude, on a travaillé avec l'État, et donc la sécurisation aujourd'hui du CPF se fait justement avec une identité numérique de niveau substantiel qui est utilisée par la Poste, d'où le fait que maintenant il y a des usages, et d'où le fait que... Donc en fait, tous ceux qui veulent vraiment aller utiliser quelque chose dans le CPF doivent passer par là maintenant. Doivent passer par là. C'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire. Et donc, on a fait des usages numériques, ils passent par le bureau de poste. Alors, pour l'obtenir, parce qu'une fois, pour l'obtenir, vous avez parlé du bureau de poste, et puis après, vous l'utilisez de façon complètement digitale. Et du coup, à la fin de l'année, on sera à plus de 8 millions, puisque du coup, on a un usage extrêmement important. Et on travaille beaucoup avec l'État sur la lutte contre la fraude, puisqu'il y a un certain nombre aujourd'hui de politiques publiques avec des enjeux de fraude importants. Et pour pouvoir sécuriser cette lutte contre la fraude, il faut que l'entrée soit sécurisée, d'où l'identité. Donc, on a maintenant des usages concrets qui existent. Maintenant, vous êtes la première solution validée, j'imagine que les autres vont arriver dans la foulée. Il y a quand même un truc qui me perturbe, c'est que pendant ces 5, 6, 7 ans, l'IA générative n'était pas là. Les gens se sont basés avec leur vitesse de validation sur des choses qui existaient il y a 10 ans. Ouais. Si je fais un parcours tout en ligne, enfin aujourd'hui, je peux faire, si je travaille un peu, je pense que je peux faire Olivier Vallée qui dit « je suis Olivier Vallée » avec une autre carte, etc. Ouais. Comment vous vous adaptez à ça ? Comment les parcours, l'ANSSI, les régulateurs et vous-même vous adaptez à ces nouveaux, déjà, nouveaux outils ? La première remarque que je ferai, Laurent, c'est qu'il faut trouver un juste équilibre entre le niveau de sécurité attendu et du fait, plus vous voulez un niveau de sécurité, plus en effet, c'est compliqué d'obtenir le label et c'est pas complètement anormal que l'ANSSI s'assure qu'il y a vraiment un niveau de sécurité qui soit élevé. Deuxième réponse, c'est qu'une fois que vous avez ce label, tous les 4 ans, tous les 5 ans, je ne sais plus, vous devez le renouveler. D'accord. Avec des normes qui évoluent. Et donc, il évolue. Et donc, régulièrement, vous faites évoluer votre process de manière à pouvoir rester up-to-date par rapport au risque de sécurité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait de façon très, très, très sérieuse et très, très professionnelle par l'ANSSI. Donc, le label de l'ANSSI a une vraie valeur. Mais là, alors après, on peut le critiquer parce que ça peut être long. Mais il y a un moment donné, il faut qu'on sache si on veut vraiment avoir un niveau de sécurité ou si on veut... Alors moi, je ne critiquais pas tellement sa longueur, bon, même si c'est vrai que c'était un peu long, mais plutôt, est-ce qu'il n'est pas basé sur des informations à retardement ? C'est-à-dire que maintenant, il y a plein de nouvelles choses qui sont sorties récemment qui permettent de frauder. Pour être plus clair dans ma question, est-ce que tu penses vraiment, face au cyber-risque d'aujourd'hui, tu m'as parlé de ton activité dans la santé, je crois qu'il y a eu un petit souci récemment dans la santé, c'est pas toi qui as été touché, mais surtout ce qui était mutuel, qui a touché 30 millions de Français, c'est ça je crois que la CAF a eu des soucis aussi. Est-ce que tu penses qu'un parcours complètement digital, à l'aube des nouveaux outils qui permettent de faire un faux Olivier ou un faux Laurent en ligne, etc., c'est crédible sur la durée, où on ne devra pas passer un moment par ce fameux mix physique et digital, pour qu'à un moment, un tiers s'assure tout le temps que j'ai bien un être humain réel qui s'appelle Olivier, qui va créer cette société, et non pas quelqu'un qui après se fait usurper, et où on dit « mais si, c'était vous le gérant ». En fait, dans le parcours qui est tout digital, il y a de l'humain, puisque je te l'ai dit tout à l'heure. L'humain, chez toi qui vérifie. Il y a de l'humain qui fait un certain nombre de contrôles. Mais moi, j'ai tout fait à distance, je t'ai envoyé des pièces à distance. Oui, mais il y a un contrôle humain qui est fait quand même pour pouvoir s'assurer d'un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc c'est vrai que de toute façon, l'humain et le numérique, moi, je ne les oppose pas. Et à un moment donné, on aura toujours besoin d'humain à un moment donné pour pouvoir contrôler. La lutte contre la cybersécurité, c'est une lutte permanente. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait inconscient de dire qu'il n'y a aucun système qui est inviolable. Après, dans le monde physique, il y a aussi de la fraude.
Voilà, donc on a un niveau d'exigence qui est supérieur attendu dans le monde numérique, mais aujourd'hui, il y aura toujours de la fraude, et donc il faut qu'on garde un temps d'avance en permanence par rapport aux attaquants et essayer de rester à la pointe de la technologie. Mais la technologie évoluant... Je te pousse un peu, mais est-ce que tu ne penses pas que finalement, à un moment, on n'aura pas le choix de dire, OK, il y a une étape où vous passez au bureau de poste, entre guillemets, ou à un tiers validateur, comme le fait Nickel dans les bars tabac ou autre, il faut qu'un être humain voit qu'il y a un être humain en face. Est-ce qu'on ne va pas trop vers un monde où on ne sait plus qui est derrière ? Je ne sais pas si c'est... Oui, je pense qu'il y aura de plus en plus besoin d'humains, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a surtout besoin de sociétés avec lesquelles les gens seront en confiance. Et donc, qui se diront, si je travaille avec telle société, je sais que c'est une société sérieuse, avec qui je suis en confiance, je sais où sont mes données. Donc, la partie transparence est importante. Donc, le sujet, c'est plutôt la transparence. À partir du moment où vous êtes rassuré par le prestataire avec lequel vous allez travailler, que vous dites, si je travaille avec tel prestataire, je sais que j'aurai le niveau de sécurité le plus élevé, ça, je pense que c'est une garantie importante. Alors, ça m'entraîne sur un autre sujet, mais qui est très, très lié, l'identité. On parle de souveraineté. On a l'impression aujourd'hui que la souveraineté, c'est l'alpha et l'oméga de toutes les politiques publiques, sur tous les sujets, quels qu'elles soient, et en particulier sur le numérique. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour les entreprises du numérique aujourd'hui, cette pulsion politique assez forte, et même parfois cette demande du public. Est-ce que j'achète français ? On voit même que carte bancaire nous dit maintenant je paye français. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire ? Moi, ce que je dis déjà, c'est que... déjà, je pense qu'on peut se réjouir du fait qu'il y ait une prise de conscience des citoyens, des entreprises et du politique, du fait que sur un certain nombre d'usages, il y a besoin de confiance, de souveraineté. Et je dis bien sur un certain nombre d'usages. Et pour moi, les usages, on a parlé de l'identité numérique, on peut parler de la santé, on peut parler de l'éducation, qui sont des usages où il y a des données qui sont sensibles, où c'est important d'avoir des solutions de confiance et de proposer des alternatives à tout le monde, de manière à ce que chacun puisse choisir le niveau de sécurité numérique qu'il souhaite avoir. Donc, une fois encore, éducation, santé, les collectivités territoriales, l'identité numérique, c'est des sujets sensibles sur lesquels il faut qu'on puisse maîtriser les données. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'il y ait des sociétés qui s'engagent sur la confiance et la souveraineté. Donc, c'est notre cas, mais il y a plein d'autres acteurs qui le font. Et ça veut dire qu'il faut un niveau de transparence, qu'il faut aussi assurer un niveau de sécurité qui soit le plus élevé. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on puisse développer une IA qui soit éthique, qui est quand même un sujet... On reviendra sur l'IA tout à l'heure. Mais sur le sujet souveraineté, juste pour être bien clair, parce qu'on parle beaucoup, tu parles de sécurité. Mais souveraineté, concrètement, on sous-entend quoi ? On sous-entend qu'on veut des Français qui traitent les données des Français pour s'assurer que ce ne soit pas peut-être en cas de conflit économique, on ne parle même pas de conflit militaire, mais on puisse nous prendre des données, que ce soit en zone États-Unis ou en zone Chine, ou etc. Il y a déjà de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement concret dans tes appels d'offres, dans les pressions politiques que vous pouvez avoir sur ces sujets ? Est-ce que vraiment... Parce que j'ai l'impression que tu en parlais déjà en 2017. Oui, on était un peu précurseur, on va dire, en 2017, voire c'était pas très tendance. Et on voit qu'avec les crises qu'on a vécues, que c'est devenu en effet plutôt quelque chose de tendance, et qu'il y a une prise de conscience de tout le monde. Et puis, il y a le politique, France et Europe, qui s'en emparent, puisqu'aujourd'hui, il y a des lois aujourd'hui qui définissent aujourd'hui cette souveraineté. Moi, la souveraineté, pour moi, elle doit être européenne. Et un exemple que je peux vous donner, puisque nous, on s'est lancé dans la construction d'un cloud souverain. Donc, on a lancé une société. Et c'est un bel exemple aussi, puisque la conviction qu'on a, c'est que j'ai et qu'on a au sein de Docapos, c'est qu'il y a un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul, et qu'il y a énormément d'acteurs en France et en Europe qui partagent les mêmes valeurs que nous et qu'on peut agréger ensemble. Donc là, on a créé une société qui s'appelle Numspot, avec l'ambition de créer un cloud souverain. Et il y a 4 acteurs. La Caisse des dépôts et de consignation, Dassault Systèmes, on s'appuie sur la filiale Outscale, Bouygues Télécom, et puis Docapost. Et avec ces 4 actionnaires, on a décidé de créer une société et on est en train de développer une solution de cloud souverain à destination du secteur public, puisque je rappelle qu'il y a une doctrine aujourd'hui cloud souveraine avec le Secnum Cloud, la santé, dont il y a des besoins énormes, et donc on est en train de monter ce cloud souverain basé sur de l'open source, avec un niveau de réversibilité qui sera très très fort, de manière à pouvoir proposer une solution alternative aux différents acteurs sur le marché. Et cette solution-là, on veut qu'elle soit européenne, puisqu'il y a un moment donné, si on veut être compétitif, il faut qu'on puisse travailler sur l'Europe. Et je voudrais préciser une chose qui est importante, c'est que souveraineté ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait un niveau de qualité de service qui soit inférieur à ce que font les grands acteurs du marché.
et j'y tiens beaucoup, puisqu'il y a cette espèce de petite musique où les Français ou les Européens ne seraient pas en mesure de faire quelque chose équivalent à ce que ça fait d'autres. Nous, l'engagement qu'on a pris, c'est de pouvoir proposer des solutions, une fois encore sur des secteurs de marché ciblés. Des use cases bien précis. Des use cases bien précis, mais avec un niveau de qualité de service et un niveau de compétitivité qui sera dans les standards du marché. Alors, je pense que le French bashing est passé quand même, en général, sur la tech. On est conscient qu'on fait des belles choses. Par contre, il y a une réalité. On peut se dire légitimement que si ton offre sort maintenant, ouais. Bah, tu n'as pas les 20 ans d'expérience de, pardon, je vais citer des noms, Google Cloud, Amazon Web Services, etc. Enfin, ils ont essuyé les plates, ils ont eu des problèmes, et c'est quand tu as des problèmes que tu apprends. Oui, sauf que Dassault Systèmes, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils sont aussi sur le sujet. Bouygues Télécom aussi. Nous, DocaPost, on a notre propre cloud aussi. Ça fait plus de 20 ans que c'est pour ça que tu es assez serein quand tu dis qu'on peut proposer des solutions qui n'ont rien à envier. Donc voilà. Non, je pense qu'on n'a rien à envier. Et il y a un savoir-faire en France et en Europe qui est vraiment très, très, très bon. Voilà. Et une fois encore, c'est sur des use cases précis. Sur des use cases précis. Oui, c'est pas grand public. Voilà, c'est pas grand public, etc. Et je pense qu'il y a suffisamment de place pour tous les acteurs. D'accord. Il y aura encore beaucoup à dire là-dessus, mais on va passer à notre deuxième sujet, vu qu'on est très en retard, mais c'est pas grave, on va prendre l'émission comme c'est la première. On avait dit qu'elle ferait 40 minutes, elle fera 1 heure, je dois te libérer un moment, mais ça tient. A priori, encore 15 minutes, tu m'as dit, on pourrait y arriver. Parce que je veux absolument qu'on parle de la data et de l'IA. Donc la data, t'en as un petit peu parlé quand même. Ouais. Mais alors, la grande révolution depuis, allez quoi, 1 an ? Ouais, un peu plus d'1 an, ouais. Enfin, pour le grand public, parce que j'imagine que vous bossiez dessus déjà avant. Mais l'IA, c'est pas nouveau. On a déjà eu des buzz, des surbuzz il y a 10 ans, puis il y a 5 ans. Mais là, avec les LLM et cette grande capacité de répondre avec une autre technologie à des problématiques anciennes, mais qui maintenant vont relativement vite. Et puis avec la puissance de calcul que les nouvelles infrastructures permettent, c'est plus de la science-fiction, quoi. C'est un vrai sujet. Donc, l'IA, et notamment l'IA générative, n'est plus une option, semble-t-il, mais une révolution et un accélérateur, entre autres, de productivité. À condition quand même de lever les freins et de développer une certaine éthique. On en parlait en début d'année avec d'autres acteurs au sein de l'Axel. Comment tu vois ça, toi, aujourd'hui, en tant qu'acteur, déjà dans tes marchés, mais aussi en tant qu'homme de la profession, ça te fait peur? Ou toi, au contraire, tu dis quel monde d'opportunités et tout ce qui peut arriver? Alors, moi, je le vois vraiment comme une très, très belle opportunité, comme une révolution extrêmement importante qu'il faut embrasser très rapidement, et en même temps en étant conscient sur le fait qu'il peut y avoir des risques, et il faut qu'on soit vigilant, notamment sur la partie éthique. Donc, mais globalement, je le vois vraiment comme une très très belle opportunité et comme une révolution importante qui peut apporter énormément à chacun d'entre nous, à condition en effet que tout ça soit développé dans un cadre éthique. Première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il y a déjà des cas d'usage extrêmement concrets qui peuvent apporter des bénéfices. Je vais vous en donner quelques-uns. Nous, on est en train de travailler sur un cas d'usage dans le domaine de la santé, où on propose une solution qui permet, ce que je ne te souhaite pas, si tu vas un jour te faire hospitaliser dans un hôpital, le médecin a besoin de faire une synthèse de toutes les informations qu'il reçoit, avec des données structurées, non structurées, de différents ordres. Et il y a un infirmier ou un médecin qui fait une synthèse du dossier. Souvent, c'est un interne, quoi. Souvent, c'est un interne. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un temps extrêmement important qui est utilisé et qu'on peut aujourd'hui automatiser à travers de l'IA générative. Donc nous, on a fait un POC aujourd'hui en s'appuyant... Donc nous, on a créé une solution, on s'est appuyé sur d'autres sociétés françaises, Lighton, Aleia, qui proposent des solutions. Il y a Mistral demain qui arrive sur la partie LLM. Donc on a proposé d'intégrer toutes ces solutions sur notre cloud souverain. Donc là, vous êtes plutôt en mode intégration. On est en mode intégration. Qui propose le moteur de LLM. Non, par contre, on propose l'offre packagée, D'accord, qui s'appuie bien sûr sur un cloud souverain. Donc on s'appuie sur notre cloud souverain NumSpot, puisqu'on est dans les domaines de données de santé. Donc s'il y a un sujet qui nécessite de la souveraineté, c'est quand même les données de santé. Donc là, on a fait un POC et on a... Et vous pouvez analyser aussi bien... les images, donc la radio, l'IRM, etc. Oui, on est en train de le faire aussi. Et donc on l'a fait tester par des médecins et le retour que nous ont fait les professionnels de santé, c'est que c'était extrêmement pertinent, extrêmement fiable, et c'est un game changer extrêmement important pour pouvoir libérer du temps des médecins pour qu'ils puissent le consacrer un peu plus à s'occuper des patients. Sur le mot éthique, on l'entend beaucoup. Oui, il faut l'IA avec de l'éthique. Pour toi, je ne te demande pas une définition générique, pour toi, Olivier Vallée, quand on dit dans ce nouveau monde numérique, enhanced by
IA générative. C'est quoi l'éthique? C'est quoi apporter plus d'éthique avec ça? Si je prends un exemple simple, nous on a défini par exemple une charte éthique de l'IA. Donc, qui définit comment on développe, quel est le niveau de transparence, quel est le niveau de traçabilité qu'on a, comment on forme les développeurs à l'éthique. Donc, on a défini une charte qui encadre tout ça et qui garantit la manière dont on utilise les données qui sont à notre disposition et la manière dont on développe et tout donc, ça. par exemple, comme tu es intégrateur, comme tu l'expliquais, tu vas aller prendre des solutions A, B, C et D. Tu vas t'assurer que tous ces fournisseurs vont suivre cette charte. Absolument. D'accord. Donc, toi, tu la garantis à ton client. Absolument. Et donc, nous, on garantit à notre client la solution globale. Après, ça peut être d'autres choses. On est aussi dans le monde de l'éducation, parce que je te l'ai dit, on a racheté le logiciel Pronote, c'est 4 milliards de connexions par an et 18 millions de comptes utilisateurs. On l'a tous beaucoup utilisé pendant le Covid. Voilà, on a créé un comité éthique avec donc des professionnels qui s'assurent que, en effet, la manière dont on utilise les données, la manière dont on va exploiter tout ça, soit fait dans un cadre éthique, transparent et responsable. Donc voilà, donc il y a différents... Pardonne-moi, mais pour savoir comment vous travaillez là-dessus, c'est des advisories externes, entre guillemets? Absolument. Donc c'est des grands professeurs, des personnalités juridiques. C'est un conseil éthique qui, aujourd'hui, s'assure que la manière dont on utilise toutes ces données, puisque là, on a énormément de données de l'éducation nationale, comment elles sont utilisées, comment elles sont retransmises, et comment tout ça est fait dans un cadre éthique. Donc ça peut être une charte, ça peut être un comité éthique, c'est beaucoup de formation aussi auprès des collaborateurs que l'on reçoit. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je pense pouvoir dire que les jeunes qu'on recrute sont de plus en plus sensibles à ces sujets-là, et que c'est aussi un sujet d'attractivité pour pouvoir attirer de jeunes talents qui souhaitent rejoindre des entreprises qui travaillent sur des sujets qui font sens. Numérique et santé. Ouais. Comme on le disait en introduction, parce qu'on est encore dans des évolutions incrémentales. On a vu beaucoup de choses quand même déjà. Ne serait-ce que la carte vitale dans la vie de tous les jours, il y a 25 ans, ce n'était pas le cas. Donc, est-ce qu'on est toujours dans des évolutions incrémentales où là, quand même, avec tout ce que tu as évoqué déjà depuis un peu plus de 40 minutes, une révolution sociétale est en train de se préparer pour du diagnostic aux soins, sans aller peut-être jusqu'à l'image qu'on nous présente tout le temps à la télé du chirurgien qui en télétravail va opérer un Africain au fin fond de la Centrafrique, mais déjà juste chez nous, en France, à nos portes, est-ce que ce numérique peut vraiment transformer notre relation aux soins? Oui, et moi je dirais c'est à la fois les services de proximité et le numérique. Puisque, comme tout le monde le sait, la population va de plus en plus vieillir. Il y aura de plus en plus de gens qui seront âgés et qui seront chez eux. Donc il y a à la fois cette problématique de comment faire pour pouvoir accompagner le plus longtemps possible les personnes âgées à rester chez eux et comment on fait pour pouvoir les aider. Et donc là, la Poste propose un certain nombre de services comme livrer des médicaments, apporter des plateaux repas. Voilà, donc ça, un service de proximité. Ça, c'est en intense collaboration entre DocaPost et le groupe Poste. Oui, parce qu'en fait, on a créé une entité qui s'appelle Santé et Autonomie, qui est sous la responsabilité de Dominique Pont qui nous a rejoint. Et on propose une... C'est un ancien de PHP Non. C'est un ancien patron de plusieurs cliniques à Toulouse, voilà, c'est ça, et qui a donné 3 ans de sa vie, puisqu'il a contribué à construire l'espace numérique de santé pour l'État. Donc il connaît très bien le sujet. Et donc on a vraiment la conviction que c'est à la fois les services de proximité et les services numériques. Et je dirais qu'on n'a pas le choix, puisque de toute façon, le numérique doit pouvoir libérer du temps administratif aux professionnels de santé. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure. Il y a de plus en plus de déserts médicaux, donc il y a besoin aussi de développer la télémédecine, le télésuivi, de pouvoir aussi faciliter toute la partie administrative quand vous avez des dossiers à faire. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc ça franchement, c'est en train de partir. Et puis il y a le sujet de la cyber, qui est un enjeu majeur, puisque les hôpitaux, les hôpitaux sont malheureusement pas suffisamment sécurisés. Donc c'est un autre sujet sur lequel on travaille. Donc j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas le choix et que franchement, la proximité, l'humain et le numérique sont les 3 piliers qui vont faire qu'on peut vraiment apporter des bénéfices à la fois aux professionnels de santé et bien entendu surtout aux patients. Alors quand tu dis j'imagine on ne parle pas du tout que de DocaPost, mais de l'ensemble de la chaîne de valeur. De la chaîne de valeur. Et c'est une transformation qui est importante. C'est compliqué. Parce que ça change des habitudes, mais franchement, je pense que là, parce que quand même, tu viens de citer 3 sujets qui sont, je crois, parmi les plus importants cités par le gouvernement. Le vieillissement de la population avec le maintien à domicile. Absolument. La fluidification des tâches dans le monde de l'hôpital, puisque ils sont débordés, ils sont sous l'eau, etc. La sécurité sur ces sujets et la télémédecine pour les déserts médicaux. Absolument. C'est quand même des sujets qui sont cités quasiment chaque semaine.
par le gouvernement. Est-ce que tu penses que là, il y a vraiment des opportunités pour tout type d'acteurs, y compris des petites startups qui se lanceraient aujourd'hui, des ETI qu'il faudrait... Parce que tu travailles en meute, tu me l'as expliqué. Oui, au travail en meute. Et franchement, je pense que il y a énormément de savoir-faire en France et de sociétés qui sont absolument extraordinaires et qu'on peut venir fédérer, agréger de manière à pouvoir être plus forts ensemble et en effet de chasser en meute comme tu le dis. Alors moi, ma question, elle n'était pas anodine. Vous le savez, à l'Axel, il y a le club santé et digital. D'ailleurs, que Docapos a largement contribué à nous aider à lancer au départ, puisque à l'Axel, on a besoin des membres. On fait tout cela bénévolement. Et en plus, on paye des cotisations. Mais on aime développer l'écosystème. Et ce club santé se développe énormément. Et justement, ce qu'il faut, c'est mélanger tout type d'acteurs, les grands, les moyens, les petits, parce qu'on le voit, il y a un nombre de services à créer. Et je pense que comme certains d'entre vous, on n'a peut-être pas tous le même âge devant l'écran, mais on commence à être confrontés, nous, à des proches qui doivent rester à domicile. On voit que c'est pas si simple encore. Il manque des solutions. Il manque des solutions abordables que le numérique, on l'a vu, a pu permettre de créer dans d'autres secteurs d'activité. Parce que ça reste encore très très cher le maintien à domicile. Et les solutions numériques et la télémédecine doivent permettre sans doute de faire beaucoup de choses. On en reparlera beaucoup, je pense, dans ces émissions. D'ailleurs, la prochaine, ça sera aussi avec Jacques Richier dans l'assurance. Il y a forcément des sujets. Et donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. La grande journée du Forum Santé, c'est en octobre prochain et je pense que ça sera un des grands thèmes. N'hésitez pas à contacter l'Axel si vous avez des sujets, des envies de développer, des thématiques. Il faut absolument qu'on participe tous à fédérer pour que ces solutions émergent. Olivier, j'étais très long, mais c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi. Longue vie à ton émission. Merci et à très bientôt. Merci. J'espère que cette nouvelle émission vous aura plu et à très vite pour un prochain épisode.